Tous les matins commençaient de la même façon. Étienne se réveillait à 6 heures précises. Quel que soit le jour de la semaine, je l'entendais sortir du lit. Le plancher de notre vieille maison grinçait sous ses pas lourds. 1 minute plus tard, le bruit de l'eau qui coule dans la baignoire. Je pouvais rester là, les yeux fermés, je connaissais chacun de ses gestes par cœur. Le voici qui se rase, 3 minutes, se brosse les dents, 2 minutes, prend sa douche, 5 minutes, pas plus. Pour économiser l'eau, disait-il. Je savais qu'il me restait exactement 10 minutes de silence avant qu'il n'entre dans la cuisine et ne commence à faire teinter la vaisselle, me rappelant qu'il était temps de me lever pour préparer le petit déjeuner. J'ai 67 ans et depuis 45 ans, je me réveille à ce rythme monotone. Sauf qu'avant, il partait travailler, et maintenant, il ne va plus nulle part. Étienne est à la retraite depuis 7 ans. Et pendant ces 7 années, il ne m'a pas quitté des yeux. « Mireille, où vas-tu ? Mireille, tu as oublié d'éteindre la lumière dans le couloir. Mireille, ce chemisier ne te va pas. Mireille, ceci. Mireille, cela. » Autrefois, je pensais que son souci du détail était de l'attention. Maintenant, je sais que c'est du contrôle. Mais il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Il est trop tard. Tout le monde à Pontcroix connaît Étienne Lemoine, un ancien inspecteur des postes, un homme de principe et d'ordre. Un homme qui a passé 35 ans à inspecter les bureaux de poste de 3 départements, s'assurant que chaque lettre arrive à destination, que chaque colis soit livré à temps. La poste est le système circulatoire du pays, aimait-il à dire. C'est peut-être pour cela qu'il a si facilement transposé ses habitudes d'inspection dans notre vie de famille. Je sors du lit quand je l'entends quitter la salle de bain. Mes articulations me font souffrir d'arthrite, mais je ne laisse rien paraître. Le moindre signe de faiblesse irrite Étienne. « Tu n'es pas assez vieille pour te plaindre, » dit-il, alors que lui-même avale des pilules à la moindre douleur et exige le silence. Dans la cuisine, je sors automatiquement du pain et de la confiture du réfrigérateur. Depuis 45 ans, le petit déjeuner est réglé comme du papier à musique. Le lundi, mercredi et samedi, des tartines avec du café, 1-2 le mardi et vendredi, un bol de céréales. Le jeudi, de la brioche grillée. Le dimanche, des croissants. Étienne aime l'ordre. Étienne aime la prévisibilité. « As-tu déjà pris le journal ?» demande-t-il en entrant dans la cuisine. Il est tôt, je réponds, même si je sais que le journal est déjà sur le perron. Je veux juste finir de préparer le petit déjeuner sans ses commentaires sur ce qui se passe dans le monde. Je vais vérifier, dit-il en sortant de la cuisine. Je beurre rapidement les tartines. 2 pour lui, 1 pour moi. À travers la fenêtre, je vois la maison de la voisine. Perle Fournier y vit. Une veuve qui a emménagé à Pontcroix il y a 5 ans. Parfois, nous discutons par-dessus la clôture pendant que je jardine. Et qu'Étienne s'affaire avec ses outils dans le garage. Perle prend des cours de peinture au centre socioculturel, participe à un club de lecture, et a même fait une croisière en Méditerranée l'année dernière. Quand elle parle de sa vie, je souris et hoche la tête, incapable d'imaginer une telle liberté. Le journal est là. Étienne revient dans la cuisine et étale le journal sur la table, dépliant soigneusement les pages. Je pose son assiette devant lui et verse du café dans sa tasse préférée, la blanche où il est écrit « Meilleur inspecteur des postes ». Un cadeau de départ à la retraite de ses collègues. Il n'utilise jamais une autre tasse. « Que as-tu prévu aujourd'hui ?» demande-t-il sans quitter son journal des yeux. Je dois payer des factures, faire les courses. Je réponds en m'asseyant en face de lui avec mon assiette. N'oublie pas de passer à la poste. Je dois envoyer une carte d'anniversaire à Havard. C'est son anniversaire la semaine prochaine. Thomas Havard est un ancien collègue d'Étienne à qui il n'a pas parlé depuis 15 ans à cause d'un conflit professionnel. Mais Étienne envoie quand même des cartes d'anniversaire. Il faut garder un certain décorum, dit-il. Je hoche la tête et commence à manger. Ma tartine est froide et moins savoureuse, mais je ne me plains pas. Autrefois, avant Étienne, j'avais des rêves. Je voulais être enseignante, enseigner la littérature au lycée. J'étais même allée à l'université, la première de ma famille. Mais je l'ai rencontré à un bal dans un parc municipal, à l'été 1978. Étienne était beau dans son uniforme d'employé des postes, sérieux, droit, avec un regard clair dans ses yeux bruns. Il parlait avec tant d'assurance de son avenir, de sa carrière à la poste, de la maison qu'il allait acheter. Après quelques rendez-vous, il m'a emmené au restaurant et m'a dit que j'étais exactement la femme qu'il avait cherchée toute sa vie. J'avais 22 ans, et ces mots m'ont semblé la chose la plus romantique du monde.
Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. J'ai abandonné l'université. Étienne pensait qu'une épouse devait s'occuper de la maison. Pourquoi dépenser de l'argent pour des études si c'est pour rester à la maison avec les enfants de toute façon? Disait-il, et j'étais d'accord, parce que je l'aimais et je croyais qu'il savait ce qui était le mieux. Mais les enfants ne sont jamais venus. Année après année, nous avons essayé, passé des examens, tenté différentes méthodes. Finalement, à 25 ans, les médecins m'ont dit que j'avais des problèmes de fertilité et que les chances de tomber enceinte naturellement étaient très minces. Étienne était furieux. Pas contre les médecins, pas contre le destin, mais contre moi. Comme si j'avais délibérément décidé de le priver d'un héritier. Tu es toujours dans la lune. La voix d'Étienne me tire de ma rêverie. Je t'ai demandé si tu avais pensé à acheter un nouveau filtre pour la cafetière. Non, j'ai oublié, je réponds. En réalité, j'avais vraiment oublié. Je devrais aller au magasin plus tôt que prévu pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Après le petit déjeuner, Étienne se retire dans son bureau, l'ancienne chambre d'amis qu'il a réaménagée après sa retraite. Il y passe la majeure partie de la journée à classer des timbres dans des albums, à lire des magazines spécialisés sur les services postaux et à examiner nos finances. Chaque euro que je dépense doit être comptabilisé et justifié. Je débarrasse la table, fais la vaisselle et commence à dresser une liste de courses. À ce moment, le téléphone sonne. Je sursaute. Il sonne rarement sitôt chez nous. Allô, je dis, en essayant de garder ma voix basse pour ne pas attirer l'attention d'Étienne. Maman, c'est moi. La voix de Rémi semble excitée. Mon cœur se serre de joie. Mon fils, mon unique enfant, arrivé dans notre vie alors que nous avions perdu tout espoir. Un vrai miracle, né quand j'avais 32 ans. Rémi, bien que je voulais l'appeler Daniel, Étienne a insisté pour le nommer d'après son propre père. Rémi, mon chéri, comment vas-tu? Je murmure. Je vais bien, maman. J'appelle juste pour savoir comment tu vas. Je peux entendre l'inquiétude dans sa voix, et j'en comprends la raison. La dernière fois qu'il est venu nous rendre visite, il y a 6 mois, Étienne et moi nous sommes disputés violemment pour une broutille et Étienne m'a crié dessus devant notre fils. Rémi a pris ma défense et ils en sont presque venus aux mains. Depuis, Rémi appelle plus souvent que d'habitude, comme s'il vérifiait que tout va bien. Je vais bien, mon fils. Comme d'habitude. Papa est là. Non, il est dans son bureau. Bien. Maman, je me demandais, es-tu heureuse dans ta vie? La question me prend au dépourvu. Suis-je heureuse? Que puis-je répondre? Que j'ai passé les 40 dernières années dans une cage. Que mes rêves sont depuis longtemps enterrés sous une pile de tâches ménagères et les attentes d'Étienne. Que ma seule joie dans la vie a été lui, mon fils, et que je suis éternellement reconnaissante qu'il ait grandi si différemment de son père. Je vais bien, ai-je répondu évasivement. Comment ça se passe à ton nouveau travail? Rémi soupire, mais n'insiste pas. Il comprend que je ne peux pas parler franchement. Le travail est super. Je viens d'avoir une promotion. Je suis maintenant chef du département des technologies de l'information. Félicitations, mon chéri. Je suis si fier de toi. Rémi travaille pour une grande entreprise technologique à Lyon. Il a quitté Pont-Croix juste après l'université et ne revient que pour les vacances ou les occasions spéciales. Il me manque tous les jours. Mais je comprends pourquoi il garde ses distances. Étienne n'a jamais approuvé son intérêt pour les ordinateurs, considérant cela comme une perte de temps. Il voulait que son fils suive ses traces et travaille pour la poste. Leur relation a toujours été tendue, et après que Rémi a annoncé sa décision d'étudier l'informatique, elle est devenue presque hostile. Maman, je voulais te demander. Commence Rémi, mais j'entends alors les pas d'Étienne dans le couloir. Je dois te laisser, mon chéri. Je te rappellerai plus tard, dis-je rapidement et je raccroche juste au moment où Étienne entre dans la cuisine. C'était qui? Demande-t-il en regardant le téléphone avec méfiance. Du démarchage téléphonique, je mens. Il proposait une sorte d'assurance. Étienne fredonne et ouvre le réfrigérateur, vérifiant son contenu, même s'il vient de prendre son petit déjeuner. N'oublie pas d'acheter du lait, dit-il en fermant la porte. Après avoir quitté l'université, je suis restée à la maison quelques années à m'occuper des tâches ménagères. Mais quand Rémi a eu 5 ans et a commencé la maternelle, je me suis sentie de plus en plus seule et inutile. C'est alors que j'ai décidé de trouver un travail. Étienne était contre, mais les arguments financiers, un revenu supplémentaire pour la famille et pour l'éducation future de notre fils l'ont convaincu.
J'ai trouvé un poste d'opératrice dans le centre d'appel des assurances de Pont-Croix. Le travail était monotone. Répondre aux appels des clients, les rediriger vers les spécialistes appropriés, remplir des formulaires. Mais pour moi, c'était une bouffée d'air frais, une chance de socialiser, de faire partie de quelque chose de plus grand que notre maison. Étienne a fixé des règles strictes. Je devais rentrer à la maison juste après le travail. Pas d'événements d'entreprise ou de sortie avec les collègues. Il prenait mon salaire et le gérait lui-même, me donnant une petite somme pour mes dépenses personnelles. Je sais mieux comment gérer l'argent, disait-il. Et je ne discutais pas. Cela a duré 27 ans, jusqu'à ma retraite il y a 3 ans. Maintenant, mes journées sont remplies de tâches ménagères sous l'œil vigilant d'Étienne. Cuisine, ménage, lessive, jardinage, tout selon un horaire strict, tout sous son contrôle. Parfois, je me sens étouffée par cette routine, cette surveillance constante. Mais je me rappelle alors que j'ai 67 ans et qu'il est trop tard pour changer. Après le déjeuner, pendant qu'Étienne fait la sieste dans son fauteuil devant la télé, je vais au jardin. C'est le seul endroit où je me sens libre. Étienne ne s'intéresse pas au jardinage, considérant cela comme une affaire de femme, alors ici, je peux faire les choses à ma façon. Mes roses, mes hortensias et mes lys sont mes petites joies, mes interlocuteurs silencieux. Perle me fait un signe par-dessus la clôture. « Mireille, comment ça va aujourd'hui » demande-t-elle en s'approchant. Comme d'habitude, je réponds en souriant. « Et toi, tu te prépares pour ton club de lecture ?» Oui, nous discutons du nouveau roman d'Élise Dubois. Tu pourrais venir avec moi. Ça te plairait. Je secoue la tête. Je ne pense pas qu'Étienne approuverait. Perle fronce les sourcils. Mireille, tu as 67 ans. Tu es une adulte. Tu n'as pas besoin de sa permission. Je reste silencieuse, ne sachant que dire. Bien sûr, en théorie, elle a raison. Mais en 45 ans de vie avec Étienne, je me suis tellement habituée à lui demander son avis sur tout que la simple pensée de faire quelque chose sans son approbation me met mal à l'aise. J'y réfléchirai, dis-je finalement, même si nous savons toutes les deux que c'est juste une façon polie de dire non. Ce soir-là, après le dîner, pendant qu'Étienne regarde les informations, je sors l'album photo et feuillette les pages en silence. Voici notre mariage. Moi dans une simple robe blanche, Étienne dans un costume strict. Nous sourions tous les deux, mais si l'on regarde de près, on peut voir la tension dans mes yeux. Voici le premier jour d'école de Rémi. Il est si petit dans son nouvel uniforme, avec un cartable plus grand que lui. Voici sa remise de diplôme du lycée. Un grand jeune homme avec mes yeux bleus et le menton déterminé d'Étienne. Et voici la dernière photo de nous 3 ensemble, prise à Noël dernier. Rémi se tient entre nous, essayant d'avoir l'air joyeux, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. Je me souviens de la façon dont Rémi a grandi. Comment il s'est progressivement éloigné de son père pour se rapprocher de plus en plus de moi. Comment Étienne essayait de faire de lui un homme, lui interdisant de pleurer, de montrer ses émotions, de s'intéresser à tout ce qui ne correspondait pas à son idée de la virilité. Comment Rémi a résisté à cette pression, devenant de plus en plus renfermé à la maison et ne se révélant qu'à l'école, où ses talents en mathématiques et en informatique étaient reconnus. Leur confrontation ouverte a commencé quand Rémi a eu 16 ans. Il a reçu une offre pour un stage dans une entreprise technologique d'une ville voisine, ce qui exigeait de se déplacer après l'école 3 fois par semaine. Étienne l'a formellement interdit, estimant que cela distrairait son fils de ses études et de ses responsabilités domestiques. Pour la première fois de sa vie, Rémi s'est ouvertement opposé à son père, ce qui a provoqué une énorme dispute. Je suis finalement intervenue, convainquant Étienne d'autoriser le stage à condition que Rémi maintienne d'excellentes notes. Le fils s'est conformé, mais la relation avec son père ne s'est jamais rétablie. Quand est venu le moment d'aller à l'université, Rémi a choisi une université aussi loin que possible de la maison. Il a obtenu une bourse pour couvrir la plupart de ses dépenses et a travaillé à temps partiel pour ne pas dépendre de l'aide financière de son père. Pendant ses études, il ne rentrait qu'à Noël et pour les vacances d'été, et même alors, pour une courte durée. Après son diplôme, il a accepté une offre d'emploi à Lyon et a quitté Pont-Croix pour de bon. Il me manque tous les jours. Parfois, je pense que sans Rémi, je n'aurais pas survécu à toutes ces années avec Étienne. Pour le bien de mon fils, j'ai trouvé la force de sourire, de prétendre avoir une famille normale, de supporter le contrôle et la manipulation de mon mari. Mais maintenant que Rémi vit sa vie loin de nous, il m'est de plus en plus difficile de trouver des raisons de continuer à jouer ce jeu. Qu'est-ce que tu regardes ? La voix d'Étienne interrompt mes pensées. Juste de vieilles photos.
je réponds en fermant l'album. Perte de temps, ricane-t-il. Tu ferais mieux de t'assurer que tu as repassé ma chemise pour demain. La bleue à rayures. Je hoche la tête et me dirige vers la buanderie où la chemise repassée est déjà suspendue. Je l'ai vérifiée ce matin, sachant qu'Étienne ne manquerait pas de demander. En 45 ans, j'ai appris à anticiper ses exigences, à les satisfaire à l'avance pour éviter les reproches et le ressentiment. Le soir, allongé dans mon lit, écoutant la respiration mesurée d'Étienne endormi, je pense aux mots de Rémi. Es-tu heureuse dans ta vie? Non, je ne le suis pas. J'ai vécu la vie qu'Étienne a choisie pour moi, pas celle dont je rêvais. J'ai renoncé à mon ambition, à mon individualité, à ma liberté. Je suis devenue une ombre, un pâle reflet de la jeune fille qui voulait autrefois être professeure de littérature et ouvrir le monde des grands livres aux enfants. Mais maintenant, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Trop tard pour de nouveaux départs, de nouveaux rêves, une nouvelle vie. Je me suis résignée à mon sort, à cette cage devenue si familière que je ne peux plus m'imaginer en dehors de ces barreaux. Ou n'est-il pas encore trop tard? La pensée s'embrase comme une petite lumière dans l'obscurité de mon esprit, mais je l'éteins rapidement. Non, à mon âge, on ne recommence pas à zéro. À mon âge, on remercie le destin pour un toit sur la tête et une santé relative. À mon âge, on vit jusqu'à la fin, on ne revit pas. Avec ces pensées, je ferme les yeux et m'enfonce dans un sommeil agité où je suis de nouveau jeune, de nouveau pleine d'espoir, de nouveau libre. Un rêve qui se dissipera avec les premiers rayons du soleil, laissant place à la réalité, à un autre jour dans l'ombre d'Étienne Lemoine. La semaine précédant la fête des mères, le téléphone a sonné à 15 heures précises, alors qu'Étienne était parti pour sa promenade quotidienne dans le quartier. C'était sa routine invariable. 45 minutes, ni plus, ni moins. Le parcours était toujours le même. 2 rues vers le nord, un virage à droite, 3 rues de plus jusqu'au parc, une brève pause sur un banc près de l'étang, puis le retour. Étienne disait que c'était bon pour le cœur, même si je soupçonnais que c'était plus une habitude qu'une préoccupation de santé. J'ai rapidement décroché, sachant que j'avais environ une demi-heure avant son retour. « Allô, maman. C'est moi. » La voix de Rémi semblait inhabituellement sérieuse. « Comment vas-tu? » « Je vais bien, mon fils, » ai-je répondu en m'asseyant sur le bord de la chaise près de la table du téléphone. « Comment vas-tu? Il s'est passé quelque chose? » « Non, rien de grave, » dit-il après une courte pause. « Je pensais juste à toi et j'ai eu envie d'appeler. Ton père est à la maison? » « Non, il est sorti se promener. »« Oh, c'est super. Maman, je voulais te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur s'est serré. La dernière fois que j'avais entendu ce ton, c'est quand il m'avait annoncé qu'il déménageait à Lyon. Non que ce soit une mauvaise nouvelle, mais cela l'éloignait encore plus de moi. « Je t'écoute, chérie. »« Maman, j'y pense depuis longtemps. Comment vont vos finances? Est-ce que papa contrôle toujours tout l'argent? » La question m'a prise par surprise. Nous n'avions jamais discuté de la situation financière d'Étienne et moi avec Rémi. C'était un sujet tabou, un tabou imposé par mon mari des années auparavant. L'argent n'est pas l'affaire des femmes, et certainement pas celle des enfants, disait-il chaque fois que l'un de nous essayait de parler du budget familial. Eh bien, tu connais papa, ai-je répondu évasivement. Il a toujours aimé tout contrôler. Ce n'est pas une réponse, maman. Je pouvais entendre l'impatience dans la voix de Rémi. Sais-tu au moins combien d'argent vous avez sur vos comptes? Où va ta retraite? Et l'héritage de ta mère? J'ai senti le sang me monter aux joues. Ma mère était décédée il y a 5 ans, me laissant un petit héritage, une vieille maison en Dordogne et quelques économies. Étienne avait insisté pour vendre la maison, disant que ce serait trop de tracas d'entretenir un bien immobilier dans une autre région. J'avais accepté, comme toujours. Il avait placé l'argent de la vente sur un compte que je n'ai jamais vu. Je suppose que tout va bien, ai-je marmonné. Étienne dit qu'il a tout investi pour que ça rapporte. Et tu le crois? A demandé Rémi. Maman, as-tu déjà vu les relevés de ces comptes? Sais-tu où va ton argent? Rémi, pourquoi me poses-tu ces questions? L'insistance de mon fils commençait à m'inquiéter. Ton père s'est toujours occupé de nos finances. Il ne nous laisserait pas sans ressources. Rémi a soupiré lourdement à l'autre bout du fil. Maman, s'il te plaît, réponds-moi simplement. Es-tu heureuse? Es-tu satisfaite de ta vie avec ton père? Cette question était déjà apparue lors de notre dernière conversation téléphonique. Et tout comme la dernière fois,
Je ne savais pas quoi répondre. Suis-je heureuse? Qu'est-ce que cela signifie même d'être heureux à 67 ans, après une vie passée dans l'ombre d'un autre homme? J'ai commencé à parler, mais j'ai alors entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Étienne était de retour plus tôt que d'habitude. Je dois te laisser. Ton père est rentré. Maman, attends. Je te rappelle, ai-je chuchoté rapidement et j'ai raccroché juste au moment où Étienne entrait dans le salon. C'était qui? A-t-il demandé, regardant le téléphone d'un air soupçonneux. Perle, ai-je menti sans ciller. Au fil des années avec Étienne, j'avais appris à mentir sans me trahir. Elle demandait la recette de la tarte au citron. Étienne a fait un HM, sceptique, mais n'a pas insisté. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers son bureau en lançant par-dessus son épaule. Je vais m'occuper de la paperasse. Ne me dérange pas avant le dîner. J'ai hoché la tête et suis allé dans la cuisine, pensant aux questions étranges de Rémi. Pourquoi s'intéressait-il soudainement tant à nos finances? Et que voulait-il dire en posant des questions sur l'héritage de ma mère? Le lendemain, Rémi a rappelé, cette fois vers 11 heures du matin, alors qu'Étienne était dans le garage à trier sa collection de vieux outils. Maman, je suis désolé pour hier soir, a-t-il commencé sans préambule. Je ne voulais pas te contrarier ou t'embarrasser. Ce n'est rien, chérie, ai-je répondu, jetant un coup d'œil par la fenêtre vers le garage pour m'assurer qu'Étienne était toujours occupé. Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses soudainement à nos finances. Rémi est resté silencieux un instant, comme s'il cherchait ses mots. Maman, je travaille dans une entreprise de technologie. J'ai des amis spécialisés en cybersécurité et en fraude financière. Ils m'ont appris à faire attention à certains signaux. Quels signaux? L'ai-je interrompu, sentant mon anxiété monter. Le secret en matière financière, par exemple. Ou une nervosité soudaine à la mention de l'argent. Ou le désir d'isoler son partenaire des informations sur les comptes familiaux. Ce sont souvent des signes d'abus financiers. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Tu penses que ton père? Je ne pense rien, maman, a répondu rapidement Rémi. Je veux juste m'assurer que tout va bien, que tu es protégée. La fête des mères approche et je veux te faire un cadeau spécial. Mais pour cela, j'ai besoin de savoir certaines choses. Quel genre de cadeau? Ai-je demandé, en partie pour changer de sujet. C'est une surprise, mais je te promets que tu vas adorer. Fais-moi juste confiance, d'accord? Il y avait tant de chaleur et d'attention dans sa voix que mes yeux se sont embués. Mon garçon, mon Rémi, la seule personne au monde qui se soucie vraiment de ce qui m'arrive. D'accord, ai-je murmuré. Je te fais confiance. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu trouver des documents financiers? Des relevés bancaires, des déclarations de revenus, les papiers de la vente de la maison de grand-mère, tout ce que tu peux trouver sans attirer l'attention de papa. J'ai jeté un regard involontaire vers la porte du bureau d'Étienne, qui était toujours fermée à clé quand il n'était pas là. Je ne sais pas si je peux. Ton père garde tous ces papiers importants sous clé. Essaie, maman. C'est important. Encore une chose, Rémi a baissé la voix, bien que cela n'ait pas de sens au téléphone. Si je t'envoie quelque chose par la poste, ne le dis pas à ton père et ne l'ouvre pas devant lui. D'accord, ai-je convenu, bien que la perspective de cacher quelque chose à Étienne me mette presque physiquement mal à l'aise. Pendant toutes ces années avec lui, je m'étais habituée à une transparence totale. Il pouvait vérifier chacun de mes gestes, chaque mot, chaque achat. La simple idée d'un secret était troublante. Je t'aime, maman, a dit Rémi avant de raccrocher. Souviens-toi de ça. Après l'appel, je suis restée assise à regarder le téléphone pendant un long moment, essayant de donner un sens aux paroles de mon fils. Soupçonnait-il vraiment Étienne d'une sorte de fraude financière? Et si c'était le cas, que devais-je faire? Mes réflexions ont été interrompues par le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait. Étienne est entré, s'essuyant les mains sur un chiffon. « À qui parlais-tu » a-t-il demandé en désignant le téléphone. Cette fois, j'étais prête. La compagnie d'assurance a appelé. Pour une nouvelle police pour les retraités. Étienne a froncé les sourcils. Pourquoi t'appelle-il toi et pas moi? C'est moi qui m'occupe des assurances. Probablement parce que la police d'assurance maladie est à mon nom, ai-je répondu, me souvenant que ma police était en effet à mon nom, bien que ce soit toujours Étienne qui effectuait les paiements. HM. Il n'avait pas l'air convaincu. La prochaine fois, passe-les-moi. Je m'en occuperai. Bien sûr,
ai-je hoché la tête, soulagé qu'il ne pose pas plus de questions. Le reste de la journée s'est déroulé comme d'habitude. Cuisine, ménage, lessive, mais les pensées de la conversation avec Rémi me tenaient en alerte. Que voulait-il dire par mauvaise gestion financière? Étienne pouvait-il vraiment faire quelque chose d'illégal avec notre argent? Ce soir-là, alors qu'Étienne regardait son émission préférée sur la restauration de voitures anciennes, j'ai décidé de tenter ma chance. Prétextant que je devais vérifier s'il y avait des papiers importants dans la poche de sa vieille veste avant de l'emmener au pressing, je me suis glissé dans son bureau. Je n'avais pas la clé de l'armoire à dossier, mais je savais qu'Étienne laissait parfois des papiers sur son bureau. En effet, une pile de papiers s'y trouvait. Je les ai rapidement parcourus, prenant des photos avec le vieux smartphone que Rémi m'avait offert à Noël dernier. Étienne ne pensait pas que j'avais besoin d'un téléphone sophistiqué, mais Rémi avait insisté, disant qu'il voulait me voir de temps en temps lors de nos conversations. La plupart des documents se sont avérés être des factures de services publics et des prospectus. Mais je suis tombée sur une lettre de la banque. Elle indiquait qu'une grosse somme d'argent avait été transférée de notre compte joint vers un autre compte dont j'ignorais l'existence. La date du transfert coïncidait avec la vente de la maison de ma mère. Mes mains tremblaient. J'ai rapidement pris une photo de la lettre et remis tous les documents en place, en m'assurant de les disposer exactement comme ils étaient auparavant. Puis je suis sortie du bureau en fermant doucement la porte derrière moi. « Tu as trouvé quelque chose ?» a demandé Étienne, gardant les yeux sur la télé. « Non, rien d'important », ai-je répondu, espérant que ma voix paraisse normale. Je n'ai pas pu dormir pendant un long moment cette nuit-là. La lettre de la banque me tenait éveillée. Où Étienne avait-il transféré l'argent de la vente de la maison de maman? Et pourquoi n'en savais-je rien? Le lendemain matin, quand Étienne est parti pour une réunion avec ses anciens collègues, un rituel mensuel qu'il observait rigoureusement, j'ai appelé Rémi et lui et parlé de la lettre. Je m'en doutais, dit-il d'un ton sombre. Maman, cela ne fait que confirmer mes soupçons. Papa te cache quelque chose, et je vais découvrir quoi. Mais comment? Ai-je demandé. Si même moi, qui vis dans la même maison que lui, je ne peux pas découvrir la vérité, comment peux-tu le faire depuis Lyon? J'ai des ressources, a répondu Rémi évasivement. Et n'oublie pas, je suis doué avec les ordinateurs et les bases de données. Fais-moi confiance, maman. Je vais m'en occuper. Après notre conversation, je me suis sentie étrangement soulagée. C'était comme si le lourd fardeau que je portais depuis des années sans m'en rendre compte s'était soudainement allégé. Quelqu'un d'autre connaissait ma situation. Quelqu'un d'autre s'en souciait. Quelqu'un d'autre voulait aider. Ma tranquillité d'esprit a cependant été de courte durée. Ce soir-là, Étienne est rentré de la poste avec une étrange expression sur le visage. « Rémi t'a appelé récemment ?» a-t-il demandé en enlevant son manteau. Mon cœur a raté un battement. « Oui, il y a quelques jours », ai-je répondu, en essayant de paraître décontracté. Juste pour savoir comment nous allions. C'est tout. Étienne me fixait intensément, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. Oui, pourquoi? J'ai essayé de donner à ma voix un ton surpris, mais pas effrayé. Rien. Il s'est détourné et est entré dans son bureau, mais avant de fermer la porte, il a ajouté. C'est juste bizarre qu'il devienne soudainement un fils si attentionné. Avant, il ne nous appelait pas pendant des semaines et maintenant, tout d'un coup, il s'inquiète. Je n'ai rien dit, mais je me sentais mal à l'aise. Étienne se doutait-il de quelque chose? Ou pire, avait-il découvert d'une manière ou d'une autre les conversations que j'avais eues avec Rémi? Dans les jours qui ont suivi, la tension dans la maison n'a fait que croître. Étienne est devenu encore plus attentif aux appels téléphoniques, décrochant souvent avant moi. Il a également commencé à vérifier la boîte aux lettres plusieurs fois par jour, ce qui était tout à fait inhabituel pour lui. D'habitude, c'est moi qui apportais le courrier, et il le parcourait après le dîner. Rémi continuait d'appeler, mais nos conversations étaient maintenant courtes et discrètes. Nous savions tous les deux qu'Étienne pouvait écouter. « Maman, je t'ai envoyé quelque chose », a dit Rémi lors d'un de ses appels. « Ça devrait arriver juste à temps pour la fête des mères. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, jetant un regard nerveux vers la porte de la cuisine où Étienne pouvait apparaître à tout moment. « Une surprise », a répondu Rémi. « Mais crois-moi, c'est un cadeau très spécial. Je pense que ça va changer beaucoup de choses, et pas seulement pour toi. » Ces paroles énigmatiques ne firent qu'accroître mon anxiété. Que voulait-il dire? Quel genre de cadeau pourrait changer nos vies? Rémi, je ne suis pas sûre. Fais-moi confiance, maman, a-t-il interrompu.
Tout ira bien. Assure-toi juste de recevoir le colis toi-même. Je voulais en savoir plus, mais j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Étienne était de retour de sa promenade. Je dois te laisser, ai-je dit rapidement. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Sois prudente. J'ai raccroché et j'ai fait semblant de dépoussiérer le téléphone quand Étienne est entré dans la pièce. À qui parlais-tu? A-t-il demandé en plissant les yeux d'un air soupçonneux. Perle. Je devenais meilleure pour mentir. Elle me demandait si je voulais aller au club de lecture avec elle la semaine prochaine. Et qu'as-tu répondu? Que je devais y réfléchir. J'ai haussé les épaules, en essayant de paraître nonchalante. Étienne a fait un HM et s'est dirigé vers son bureau, mais j'ai remarqué qu'il jetait un regard las au téléphone, comme s'il doutait de mes paroles. Les jours suivants se sont déroulés dans une atmosphère étrange et tendue. Étienne est devenu encore plus taciturne et méfiant. Il s'enfermait souvent dans son bureau et des conversations téléphoniques étouffées en provenaient. Un jour, je l'ai entendu élever la voix, disant « Non, c'est impossible. Il n'aurait pas pu le découvrir. Toute la paperasse a été faite correctement. » Ces mots n'ont fait que confirmer mes soupçons grandissants. Étienne cachait quelque chose et Rémi l'avait découvert d'une manière ou d'une autre. Mais de quoi s'agissait-il et jusqu'où cela irait-il? Ce soir-là, 2 jours avant la fête des mères, Étienne m'a surprise en me proposant de dîner au restaurant, un événement rare dans notre vie. Il pensait habituellement que les restaurants étaient un gaspillage d'argent. « Ça fait longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble », dit-il avec un étrange sourire. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir. » J'ai accepté, bien que mon instinct me murmure qu'Étienne tramait quelque chose. Sa générosité soudaine était trop inhabituelle pour être sincère. Au restaurant, Étienne était anormalement bavard. Il s'est remémoré nos premières années ensemble, a parlé de la façon dont nous rêvions de l'avenir, faisions des projets. Tout cela sonnait faux, comme s'il essayait de me rappeler quelque chose qui n'existait plus depuis longtemps. « Tu as toujours été une bonne épouse, Mireille », dit-il en me servant du vin, une autre rareté. Loyale, attentionnée. J'apprécie cela. Merci, ai-je répondu, ne sachant que dire d'autre. En 45 ans de mariage, Étienne m'avait rarement fait de compliments. Tu sais, a-t-il poursuivi en baissant la voix. J'ai toujours tout fait pour notre famille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de presque suppliant dans ses yeux, et cela m'a fait plus peur que son regard contrôlant habituel. Étienne ne demandait jamais la compréhension. Il exigeait l'obéissance. Bien sûr, ai-je répondu automatiquement, bien qu'à l'intérieur, je hurlais d'incrédulité. Bien. Il a semblé se détendre. C'est important pour moi que tu saches que tout ce que j'ai fait était pour notre bien. Après le dîner, en rentrant à la maison, Étienne est allé directement à la boîte aux lettres et l'a vérifiée, même s'il était tard et que le courrier avait été livré depuis longtemps. Il l'a fait plusieurs fois chaque jour, devenant de plus en plus nerveux à l'approche de la fête des mères. Le lendemain matin, la veille de la fête, Rémi a de nouveau appelé. Cette fois, Étienne était à la maison mais occupé dans le garage, j'ai donc pu parler relativement librement. « Maman, le colis sera livré demain matin », a dit Rémi. « Le coursier l'apportera personnellement. S'il te plaît, assure-toi de le recevoir toi-même. » J'essaierai, ai-je répondu, pas sûr de pouvoir faire ce qu'il demandait. Mais ton père, il agit bizarrement ces derniers temps. Il est très nerveux, il vérifie le courrier tout le temps. Il sait, dit Rémi d'un ton sombre. Mais c'est trop tard. Maman, je veux que tu sois prête à un changement. Peut-être un grand changement. De quoi parles-tu, ai-je demandé, sentant l'anxiété monter en moi. Fais-moi confiance, d'accord? Et souviens-toi que quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Toujours. Après cette conversation, je ne tenais plus en place. Que préparait Rémi? Et pourquoi Étienne était-il si nerveux? C'était comme une étrange partie d'échecs dans laquelle je n'étais qu'un pion qui ne comprenait pas la stratégie globale. Le soir, Étienne, comme à son habitude, a bu plusieurs verres de cognac. D'habitude, il buvait très modérément, considérant l'excès comme un signe de faiblesse. Mais ce soir, il était assis dans son fauteuil, regardant sombrement dans le vide, prenant une gorgée occasionnelle de son verre. « Tout va bien ?» ai-je demandé prudemment en m'approchant de lui. « Non, bon sang. Ça ne va pas bien du tout. » a-t-il soudainement explosé. « Ce chiot ingrat pense qu'il peut se mêler de nos affaires. »« De qui parles-tu » ai-je demandé, bien que je connaisse parfaitement la réponse.
De Rémi, bien sûr. De qui d'autre? Étienne a pris une grande gorgée de cognac. Il prépare quelque chose. Je le sens, et je ne vais pas le laisser détruire tout ce que j'ai construit. Étienne, Rémi est notre fils. Il nous aime. Il ne ferait rien pour nous faire du mal. Tu es si naïve, Mireille. Étienne a secoué la tête. Tu l'as toujours été. Tu penses qu'il se soucie de toi? De nous. Il ne se soucie que de lui-même. Il l'a toujours fait. Je voulais protester, dire que ce n'était pas vrai. Que Rémi m'avait toujours aimé, s'était toujours soucié de moi. Mais je ne l'ai pas fait. Il était inutile et dangereux de discuter avec Étienne dans cet état. S'il envoie quoi que ce soit, a poursuivi Étienne en me pointant du doigt. Tu ne l'ouvres pas sans moi. Tu entends? N'ose même pas. D'accord, ai-je accepté doucement, ne voyant pas d'autre issue. Étienne a fini son cognac et s'est levé en titubant. Je vais me coucher. Et demain, je serai à la maison toute la journée. Pas de promenade, pas de réunion. Je veux être là quand ce fichu colis arrivera. J'ai hoché la tête, sentant mon cœur battre la chamade. La situation devenait de plus en plus tendue, et je n'avais aucune idée de comment cela allait se terminer. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, écoutant la respiration lourde d'Étienne à côté de moi et pensant aux événements étranges de la semaine passée. Qu'avait découvert Rémi? Que cachait Étienne? Et surtout, qu'est-ce qui m'attendait demain, le jour de la fête des mères? La fête des mères a commencé comme d'habitude avec le bruit de l'eau qui coule dans la salle de bain et les pas lourds d'Étienne sur le plancher qui grince. Seulement, aujourd'hui, il s'est levé encore plus tôt que d'habitude. L'horloge sur ma table de chevet indiquait 5h30 quand je l'ai entendu quitter la chambre. Étrange, car c'était un dimanche, un jour où même Étienne s'autorisait à dormir jusqu'à 7h. Je suis resté allongé quelques minutes de plus, écoutant les bruits de la maison. Étienne n'avait manifestement pas pris de douche. Il n'y avait pas de bruit d'eau. Au lieu de cela, je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans le salon, s'arrêtant de temps en temps, probablement à la fenêtre donnant sur la rue. Il guettait quelque chose, ou attendait quelqu'un. Le sommeil avait finalement disparu. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendu. Étienne se tenait à la fenêtre, les rideaux ouverts, fixant intensément la rue vide. Tu es levé tôt, ai-je dit, en essayant de garder une voix désinvolte. Étienne a sursauté et s'est retourné brusquement. Oh, c'est toi. Oui, je n'arrivais pas à dormir. Il a lâché le rideau et s'est éloigné de la fenêtre. Bonne fête des mères, au fait. Cela sonnait si formel, comme s'il félicitait une femme qu'il ne connaissait pas sa femme depuis 45 ans. Mais j'étais habitué à sa retenue. Merci, ai-je dit. Je vais préparer le petit déjeuner. Je n'ai pas faim. Étienne a secoué la tête. Juste un café. Son visage avait l'air hagard. Des cernes sombres sous ses yeux. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Dans la cuisine, j'ai commencé automatiquement à préparer le petit déjeuner, des croissants, comme toujours le dimanche. Étienne n'avait peut-être pas faim, mais nous avions des traditions qui ne pouvaient pas être rompues. Du moins, c'est ce qu'il disait toujours. Alors que je mettais les croissants au four, les pensées de la conversation d'hier avec Rémi tourbillonnaient dans ma tête. Le colis sera livré demain matin, avait-il dit. Qu'y avait-il dans ce colis? Et pourquoi Étienne était-il si nerveux? Je sortais les croissants du four quand le téléphone a sonné. Étienne, qui faisait les 100 pas dans le salon depuis tout ce temps, s'est précipité sur le combiné et l'a saisi avant que je ne puisse réagir. Allô? Sa voix semblait tendue. Oui, c'est bien la maison Lemoine. Je me suis retourné et j'ai écouté. Étienne parlait par phrases courtes et sèches, et je pouvais dire à son ton que l'appel n'était pas ce qu'il craignait. Oui, elle est là. Vous pouvez me la passer, dit-il. Puis il a mis sa main sur le microphone et a appelé. Mireille, c'est pour toi. Un service de livraison. Mon cœur a raté un battement. C'était ça. C'était ce dont Rémi parlait. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai pris le téléphone. Allô, ai-je dit, en essayant d'empêcher ma voix de trembler. Bonjour, Madame Lemoine, dit une agréable voix féminine. C'est la livraison express. Nous avons un colis pour vous qui doit être livré aujourd'hui. Serez-vous à la maison dans la journée? Oui, je le serai, ai-je répondu, sentant le regard d'Étienne sur moi. Bien. Notre coursier sera chez vous entre 10 et 12 heures. Bonne journée. Merci. Vous aussi. J'ai raccroché et je me suis tourné vers Étienne.
Ils livreront le colis avant midi. Quel colis? A-t-il demandé, bien que je puisse voir à son expression qu'il connaissait la réponse. Un cadeau de fête des mères de la part de Rémi, je pense, ai-je répondu, en retournant vers le four où les croissants commençaient à brûler. Étienne m'a suivi dans la cuisine. Je reste à la maison, dit-il en se versant une tasse de café. Je veux être là quand ce colis arrivera. J'ai hoché la tête sans le regarder. Bien sûr qu'il resterait à la maison. Il avait clairement indiqué hier qu'il ne me laisserait pas ouvrir le colis sans lui. Le petit déjeuner s'est déroulé dans un silence tendu. Étienne a à peine touché sa part, regardant par la fenêtre où sa montre la plupart du temps. Je ne pouvais pas manger non plus. Mon estomac était noué par l'excitation. Après le petit déjeuner, j'ai fait les tâches habituelles du dimanche. Lessive, ménage, planification du menu de la semaine, tout pour occuper mes mains et détourner mon esprit de mes pensées anxieuses. Étienne, pendant ce temps, ne tenait pas en place. Il s'asseyait dans un fauteuil avec un journal qu'il ne lisait pas, ou se promenait dans la maison, vérifiant les fenêtres, ou s'enfermait dans son bureau d'où provenaient des conversations téléphoniques étouffées. À 10 heures, nous avons tous les deux sursauté à la sonnette. Étienne a bondi de son siège et s'est précipité dans le couloir, mais j'étais plus près de la porte et je l'ai ouverte la première. Un jeune homme en uniforme de service de livraison se tenait sur le seuil avec une petite boîte dans les mains. « Madame Lemoine ?» a-t-il demandé avec un sourire poli. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, sentant Étienne venir se tenir derrière moi. « J'ai un colis pour vous. Signez ici, s'il vous plaît. » Le coursier m'a tendu une tablette électronique et un stylet. J'ai signé d'une main tremblante et j'ai pris la boîte. Elle n'était pas très lourde, mais elle était solidement scellée. Sur le dessus de la boîte, il y avait un logo familier, une balance de la justice stylisée avec l'inscription « Cabinet Dupont et Associés ». « Merci. Bonne fête des mères », a dit le livreur, et il est parti, nous laissant, Étienne et moi, debout dans le couloir avec un colis qui semblait soudain plus lourd que du plomb. J'ai porté la boîte dans le salon, sentant Étienne me suivre. En plaçant le colis sur la table basse, j'ai commencé à chercher une paire de ciseaux pour couper le ruban adhésif. « Ne l'ouvre pas !» a soudainement crié Étienne, sa voix se brisant sur une note aiguë. Je me suis retournée, surprise par sa réaction. « Pourquoi ?» ai-je demandé, bien que je puisse dire à son visage pâle et à ses yeux écarquillés que mes soupçons étaient justifiés. Étienne savait ce qu'il y avait dans cette boîte, ou du moins il le devinait. « Tu ne vois pas ?» a-t-il pointé un doigt tremblant vers le logo du cabinet d'avocat. Je l'ai regardé de plus près et j'ai soudain senti un frisson me parcourir l'échine. Je connaissais ce logo. Le cabinet Dupont et Associés était le même cabinet qui avait géré la succession de ma mère il y a 5 ans. Le même cabinet par lequel les documents pour la vente de sa maison étaient passés. Je me suis figé, fixant la boîte. Les souvenirs sont revenus en masse. Le bureau lambrissé de chaînes. Le jeune avocat sérieux m'expliquant les termes de l'héritage. Étienne assis à côté de moi, répondant à toutes les questions à ma place. Les documents que j'ai signés sans les lire parce qu'Étienne s'en occupait. « Qu'y a-t-il à l'intérieur, Étienne ?» ai-je demandé doucement, sans quitter la boîte des yeux. « Comment le saurais-je » a-t-il grondé, mais sa voix tremblait. « Des saletés que Rémi a déterrées pour te monter contre moi. »« Me monter contre toi ?» Je l'ai regardé dans les yeux. Pourquoi voudrait-il faire ça? Et qu'aurait-il pu déterrer? Étienne a détourné le regard. Tu connais notre fils, il m'a toujours détesté. Il a toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour toi. Maintenant, il est déterminé à détruire complètement notre famille. Ça ne répond pas à ma question, ai-je dit, sentant la résolution grandir en moi. Qu'y a-t-il dans cette boîte, Étienne? Qu'est-ce que Rémi pourrait bien savoir sur toi? Étienne s'est soudainement avancé et a essayé de saisir la boîte. Donne-la-moi. Je vais jeter ces ordures. Mais j'ai été plus rapide. J'ai attrapé la boîte et j'ai reculé. Non. C'est un cadeau de mon fils et je veux savoir ce qu'il y a dedans. Mireille, ne sois pas stupide. Étienne criait presque. Si tu ouvres cette boîte, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu comprends ça? Il y avait de la panique dans ses yeux. Une vraie panique. En toutes nos années de mariage, je n'avais jamais vu Étienne aussi effrayé. Cela n'a fait que renforcer ma résolution. Que as-tu fait, Étienne? Ai-je demandé, sentant un froid glacial m'envahir. Que as-tu fait de l'argent de ma mère? Il est devenu encore plus pâle. Rien. Je l'ai juste investi comme je l'avais dit. Pour notre avenir.
Quel investissement? Ai-je insisté. Où est passé l'argent? Pourquoi n'ai-je jamais vu un seul rapport, un seul relevé de compte? Parce que tu ne comprends rien aux finances. Étienne a haussé la voix. J'essayais de te protéger de soucis inutiles. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. J'ai secoué la tête, n'en croyant pas un mot. Je vais ouvrir cette boîte, Étienne, et je vais découvrir la vérité. Si tu le fais, sa voix est devenue menaçante et basse. Notre mariage sera terminé. Tu comprends ça? 45 ans ensemble, et c'est fini à cause de cette fichue boîte. Je l'ai regardé. L'homme avec qui j'avais vécu la plus grande partie de ma vie. L'homme qui contrôlait chacun de mes mouvements, chaque décision, chaque souffle. L'homme que j'avais autrefois aimé et que j'avais ensuite simplement craint de décevoir. Peut-être que ça en vaut la peine, ai-je dit doucement. Étienne a reculé comme si je l'avais frappé. Tu ne peux pas dire ça. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait pour moi, Étienne? Ai-je demandé, sentant la colère qui montait en moi depuis des années. M'obliger à abandonner mes études, m'isoler de mes amis et de ma famille, contrôler chaque centime que je gagnais. C'est ce que tu appelles de l'attention? Je t'ai donné une maison. J'ai subvenu à tes besoins, a-t-il haussé la voix. Sans moi, tu vivrais encore dans le trou dont je t'ai sorti. J'aurais pu être enseignante, ai-je dit, surprise du calme de ma voix. J'aurais pu avoir une vie, mon propre argent, mes propres décisions. Et tu ne m'aurais jamais rencontré. Étienne a souri. Il n'y aurait pas eu de Rémi. Pense à ça. Rémi. Mon cœur s'est serré à la pensée de mon fils. La seule chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante à Étienne, c'est Rémi. Mais devais-je supporter tout cela pour le bien de mon fils? N'aurait-il pas été préférable pour lui de voir sa mère heureuse et indépendante au lieu d'être intimidée et déprimée? Je vais ouvrir la boîte, ai-je dit fermement. Et je vais découvrir ce que tu caches. Étienne s'est avancé, le visage tordu de colère. Je t'interdis de faire ça. Tu es ma femme. Tu dois m'obéir. Je t'ai obéi pendant 45 ans, ai-je répondu, sans reculer. Je pense que ça suffit. J'ai posé la boîte sur la table basse et j'ai pris les ciseaux. Étienne se tenait à quelques mètres de moi, serrant et desserrant les poings, le visage rouge de rage. Si tu ouvres cette boîte, dit-il entre ses dents serrées, tu le regretteras. Je te jure que tu le regretteras. J'ai regardé dans ses yeux et j'y ai vu non seulement de la colère, mais de la peur. Une peur panique et réelle. Quoi qu'il y ait dans cette boîte, cela pouvait détruire son monde. J'ai besoin de connaître la vérité, ai-je dit, et j'ai commencé à couper le ruban adhésif. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas arrêté. Du coin de l'œil, j'ai vu Étienne reculer contre le mur, comme s'il voulait être le plus loin possible de ce qui allait se passer. Le ruban a cédé et j'ai ouvert le couvercle de la boîte. Malgré les protestations d'Étienne, je l'ai retiré résolument et j'ai regardé à l'intérieur. Dans la boîte se trouvait une pile de documents bien rangés dans des pochettes en plastique transparent, un CD, et une enveloppe blanche scellée avec mon nom écrit de la main familière de Rémi. Au-dessus des documents brillait une petite clé en métal sur un simple anneau. J'ai soulevé lentement l'enveloppe, sentant son poids dans ma main. Quelque chose me disait que le contenu de cette lettre allait changer ma vie pour toujours. Étienne était figé contre le mur, le visage cendré. La peur dans ses yeux était pure, non dissimulée, la panique d'un animal acculé. Mireille, non, sa voix était rauque. S'il te plaît. Je n'avais jamais entendu Étienne demander quoi que ce soit de façon aussi suppliante. D'habitude, il exigeait, ordonnait, insistait, mais ne suppliait jamais. Sans le regarder, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai déplié les feuilles écrites de la main soignée de Rémi. J'ai commencé à lire, et à chaque ligne, mon cœur battait plus vite et mes mains tremblaient de plus en plus. Chère maman. J'espère que ce cadeau t'arrivera à temps et en un seul morceau. J'ai longtemps hésité à l'envoyer, sachant le bouleversement qu'il provoquerait, mais après notre dernière conversation, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Il y a quelques mois, j'ai commencé à remarquer des bizarreries dans les affaires financières de père. En tant que spécialiste de la sécurité informatique, j'ai accès à certaines bases de données et outils qui m'ont aidé à mener ma propre enquête. Ce que j'ai découvert m'a choqué. J'ai regardé à nouveau la lettre de Rémi, les clés de la maison à Villeneuve qui brillaient sous le soleil du matin qui filtrait par la fenêtre. Je ne te crois pas, a dit soudainement Étienne, la voix dure. C'est de la calomnie. Rémi m'a toujours détesté. Il a fabriqué ces documents pour détruire notre famille. J'ai silencieusement pris l'un des documents,
un relevé de compte du Luxembourg au nom d'Étienne, avec un montant qui correspondait exactement au prix de vente de la maison de ma mère. Ça aussi, c'est fabriqué? Ai-je demandé doucement. Étienne a dégluti, sa pomme d'Adam tressautant. C'est plus compliqué que ça en a l'air. J'ai ouvert ce compte, mais seulement pour protéger notre argent des impôts. C'est une pratique parfaitement légale. Et ça? J'ai sorti un autre document, une copie de la déclaration de revenus qui mentionnait le montant de la vente de la maison, mais comme provenant de moi et non d'Étienne. De la paperasse, a-t-il balayé d'un geste de la main. Tout le monde fait ça. Et ça? J'ai pris le CD. C'est aussi de la paperasse? Ou devrais-je écouter toi et ton conseiller financier discuter des moyens de me tenir à l'écart de mon propre argent? Étienne est devenu encore plus pâle. Tu ne vas pas faire ça. Pourquoi pas? Je me suis levée, sentant une soudaine montée de force. J'ai le droit de connaître la vérité, toute la vérité. Je me suis dirigée vers la chaîne stéréo dans le coin du salon, mais Étienne s'est précipité devant moi. Mireille, arrête. Il m'a attrapé le bras. S'il te plaît, parlons-en. Parlons-en calmement. Je me suis dégagée de son emprise. De quoi y a-t-il à parler, Étienne? Tu as volé mon argent. Tu m'as menti pendant des années. Tu m'as manipulé, contrôlé, isolé. De quoi y a-t-il à parler? Je t'aimais, s'est-il exclamé. Je t'aime toujours. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. J'ai secoué la tête, n'en croyant pas mes oreilles. Ce n'est pas de l'amour, Étienne. C'est du contrôle. C'est de la manipulation. C'est de l'abus. Le mot, que j'avais récemment entendu à la télévision mais que je n'aurais jamais pensé appliquer à ma vie, est resté en suspens entre nous. Étienne a reculé comme si je l'avais frappé. De l'abus. Sa voix tremblait de colère. Je t'ai entretenu pendant 45 ans. Je t'ai donné une maison, une famille, tout ce que tu as, et tu appelles ça de l'abus. Oui, Étienne. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand tu contrôles chaque aspect de ma vie, quand tu m'enlèves ma capacité à prendre mes propres décisions, quand tu voles mon argent, c'est de l'abus. Et je ne vais plus le tolérer. Qu'est-ce que tu vas y faire? Il a souri. Mais il y avait de la peur dans ses yeux. Partir? Où ça? Chez Rémi? Tu penses qu'il veut vraiment que sa vieille mère vive avec lui? J'ai une maison. J'ai serré les clés dans ma main. Une maison que mon fils a achetée pour moi. Une maison où je pourrais vivre librement, sans ton contrôle. Tu ne survivras pas seul. Étienne a secoué la tête. Tu n'as jamais vécu seul. Tu ne sais pas comment gérer l'argent. Tu ne sais pas comment prendre des décisions. Tu as toujours eu besoin de moi. Non, Étienne. J'ai ressenti un calme intérieur. C'est toi qui m'as fait croire que je ne pouvais pas vivre sans toi. Tu m'as fait croire que j'étais faible et sans défense. Mais je ne le suis pas. Je suis plus forte que tu ne le penses, plus forte que je ne le pensais moi-même. J'ai commencé à remettre les papiers dans la boîte. Étienne me regardait, le visage un masque de choc et d'incrédulité. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-il finalement dit. Nous avons des comptes joints, des biens communs. Tu ne peux pas simplement prendre ta part et partir. Je sais, ai-je hoché la tête. C'est pour ça que Rémi a engagé des avocats. Ils vont m'aider à régler tout ça. Des avocats? Étienne est devenu encore plus pâle. Tu veux me poursuivre en justice, après 45 ans de mariage? Je veux la justice, Étienne, ai-je répondu calmement. Je veux récupérer ce qui m'appartient de droit. Et moi? Il y avait de la panique dans sa voix. Tu vas juste me laisser tomber, après toutes ces années? Tu aurais dû y penser quand tu as décidé de me voler un demi-million d'euros, ai-je dit en fermant la boîte. Mireille, s'il te plaît. Étienne s'est soudainement agenouillé devant moi, les yeux pleins de larmes. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer. Je changerai. Je te le promets. Ne pars pas. J'ai regardé cet homme, mon mari, le père de mon fils, l'homme avec qui j'avais vécu la majeure partie de ma vie, et je n'ai ressenti que de l'épuisement et de la déception. Tu ne changeras pas, Étienne, ai-je dit doucement. Tu es qui tu es, et je ne peux plus vivre avec ça. Mireille, s'il te plaît. Il a tendu les bras vers moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. À ma façon, mais je l'ai fait. Peut-être, ai-je acquiescé.
Mais ton amour m'a étouffé. Ton amour m'a volé ma liberté, mes rêves, mon avenir. Je ne peux plus vivre comme ça. Qu'est-ce que je ferai sans toi? Il y avait du désespoir dans sa voix. Qui s'occupera de moi? Et voilà, la véritable confession. Pas « comment vivrai-je sans toi ?» mais « qui s'occupera de moi ?» Il s'était toujours agi de lui, de ses besoins, de ses désirs. « Tu es un adulte, Étienne », ai-je dit en prenant la boîte. « Tu t'en sortiras. Si tu pars », sa voix est devenue soudainement dure, « tu ne reviendras pas. Je ne te reprendrai pas quand tu réaliseras que tu ne peux pas vivre seul. » Je ne reviendrai pas, Étienne, ai-je répondu calmement. Et je serai capable de vivre seul. Pour la première fois de ma vie, je serai vraiment libre. Je me suis dirigé vers les escaliers, avec l'intention de monter dans la chambre pour rassembler l'essentiel. Étienne s'est levé d'un bond et s'est précipité après moi. « Tu ne peux pas simplement partir », a-t-il crié. « Cette maison est aussi à toi. La moitié de tous les biens sont à toi. Tu ne peux pas simplement t'en aller. » « Je sais », ai-je dit, sans me retourner. « Nous nous occuperons de ça plus tard. Par l'intermédiaire des avocats. » « Les avocats ?» Il a ri, mais ce n'était pas drôle. « Tu crois qu'ils sont de ton côté? Tu crois qu'ils se soucient de toi? Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils te suceront jusqu'au dernier centime. » Je me suis arrêté au milieu des escaliers et je me suis tourné vers lui. « Contrairement à toi, qui m'as déjà sucé jusqu'au dernier centime. » Étienne s'est tu, le visage tordu de colère. « Tu vas le regretter, Mireille. Je te le jure. »« Je le regrette déjà, » ai-je dit doucement. « Je regrette les 45 ans que j'ai passés avec un homme qui ne me respectait pas assez pour être honnête avec moi, qui ne m'aimait pas assez pour me laisser être moi-même. » Je me suis retournée et j'ai continué à monter les escaliers, me sentant de plus en plus légère à chaque pas, comme si je me débarrassais du lourd fardeau que je portais depuis toutes ces années. Dans la chambre, j'ai sorti une vieille valise du placard et j'ai commencé à y mettre l'essentiel. Des vêtements, des articles de toilette, quelques livres qui m'étaient particulièrement chers, des photos de Rémi. Je n'ai rien pris de valeur. Ni les bijoux qu'Étienne m'avait offerts pour nos anniversaires de mariage, ni les figurines en porcelaine coûteuse que j'avais collectionnées au fil des ans. Tout cela semblait appartenir à une autre vie maintenant. Une vie que je laissais derrière moi. Quand je suis descendue avec ma valise, Étienne était assis dans son fauteuil, regardant dans le vide. Il avait l'air soudainement vieilli, brisé. « Alors, tu pars vraiment ?» a-t-il dit sans me regarder. « Oui », ai-je dit en posant ma valise près de la porte. « Où ça ?»« À Villeneuve. Dans la maison que Rémi a achetée pour moi. »« Et après ?» Il a enfin levé les yeux vers moi, et ce n'était pas de la colère dans ses yeux, mais du vide. « Qu'est-ce qui nous arrive ? » « Nous n'existons plus, Étienne, » ai-je dit doucement. « Tu as tout gâché avec tes actions. Je peux changer. » Sa voix semblait sans vie, comme s'il ne croyait pas à ce qu'il disait. « Peut-être, » ai-je acquiescé. « Mais pas pour moi. Je ne reviendrai pas. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro du taxi. Pendant que j'attendais une réponse, Étienne s'est soudainement levé et s'est dirigé vers la fenêtre. « J'ai toujours pensé que nous vieillirions ensemble, » dit-il en regardant dehors. « Que nous nous assiérions sur la véranda en regardant le coucher du soleil, en nous tenant la main comme dans ces romans à l'eau de rose que tu lis. » C'est ce que je pensais aussi, ai-je dit en raccrochant après avoir commandé un taxi. Mais tu as choisi un autre chemin. Tu as choisi le contrôle plutôt que le partenariat, les mensonges plutôt que l'honnêteté. Je voulais juste être le chef de famille, s'est-il tourné vers moi. Comme mon père, comme tous les hommes de ma famille. Le chef de famille est censé prendre soin des siens, Étienne, ai-je dit. Pas s'en servir. Il est resté silencieux, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Colère, regret, confusion. Le taxi sera là dans 15 minutes, ai-je dit, rompant le silence. Tu ne vas même pas me donner une chance, a-t-il demandé doucement. Après 45 ans, c'est toi qui ne m'as jamais donné ma chance, Étienne, ai-je répondu. Une chance d'être moi-même, une chance de vivre ma vie, une chance de prendre mes propres décisions. Il a baissé la tête, admettant sa défaite. Tu vas me manquer, a-t-il dit finalement. Ma présence va te manquer, Étienne. J'ai secoué la tête. Mes services, mais pas moi. Tu ne m'as jamais vraiment connu. Tu n'as vu que ce que tu voulais voir. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai pris ma valise.
La boîte de papier était déjà bien rangée à l'intérieur. Les clés de ma nouvelle maison étaient dans la poche de mon manteau, leur poids ressemblant à la promesse d'une nouvelle vie. Mireille. Étienne s'est avancé vers moi, la main tendue comme s'il voulait me retenir. S'il te plaît. Au revoir, Étienne, ai-je dit en ouvrant la porte. Les avocats te contacteront pour le partage des biens. Je suis sorti sur le perron et j'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner. Le soleil brillait dans le ciel de printemps. L'air était frais et plein de promesses. L'inconnu m'attendait. Mais pour la première fois depuis des années, cela ne me faisait pas peur. Pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Le taxi est arrivé quelques minutes plus tard. Le chauffeur, un jeune homme au sourire amical, m'a aidé à charger ma valise dans le coffre. « Où allons-nous » a-t-il demandé en m'ouvrant la porte. « À la gare routière » ai-je répondu. « Je dois prendre un bus pour Villeneuve. »« Vous partez en vacances » a-t-il demandé en démarrant le moteur. « Non » j'ai souri, en regardant la maison qui avait été ma prison pendant les 45 dernières années. « Je rentre à la maison. » Je me suis réveillé au son de la pluie qui tambourinait sur le toit de l'auberge. Pendant quelques instants, je suis resté immobile, essayant de comprendre où j'étais. La chambre était étrangère, sans caractère, avec des murs vert pâle et une moquette usée. Sur la table de chevet, un gobelet en plastique avec de l'eau et les clés de ma chambre. Ma valise, encore non déballée, se trouvait près de la porte. Puis les souvenirs sont revenus en une vague. La boîte, les papiers, la conversation avec Étienne, ma décision de partir. Hier, après avoir quitté la maison, je ne suis pas allé directement à Villeneuve. Le bus n'était que le lendemain matin. Alors j'ai décidé de passer la nuit dans une auberge à la périphérie de Pont-Croix, l'auberge du Bois des Pins. La dernière chose que je voulais, c'était qu'Étienne me trouve et essaie de me ramener à la maison. Je me suis assise sur le lit et je me suis frotté le visage avec les mains. Pour la première fois en 45 ans, je me suis réveillée seule, sans le bruit des pas d'Étienne, sans l'odeur du café qu'il préparait toujours le matin, sans ses grognements sur la météo ou les nouvelles. C'était une sensation étrange, un mélange de liberté et de peur, de soulagement et d'incertitude. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu 3 appels manqués d'Étienne et un de Rémi. Il y avait aussi un message de mon fils. « Maman, appelle-moi quand tu te réveilles. Je suis inquiet. Je t'aime. » Mon cœur s'est serré d'amour pour cet homme, mon garçon, qui avait grandi si attentionné et si gentil malgré tout ce qu'il avait vécu. J'ai composé son numéro et il a répondu dès la première sonnerie. « Maman, ça va ?» Sa voix semblait inquiète. « Oui, chérie. Je vais bien » ai-je répondu, surprise de la tranquillité de ma voix. « Je suis à l'auberge du Bois des Pins, à la sortie de Pont-Croix. Le bus pour Villeneuve n'est que ce matin. »« Tu l'as quitté ?» Rémi semblait ne pas en croire ses oreilles. « Oui. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lu ta lettre, j'ai regardé les documents. Tu avais raison sur tout, Rémi. Il a pris tout l'argent, et il l'a perdu en bourse. Rémi a juré doucement, ce qui ne lui ressemblait pas. C'est ce que je pensais. Maman, je termine une présentation importante pour un client en ce moment, mais je prends l'avion pour te voir juste après. Je serai à Villeneuve ce soir. Pas la peine, chérie. J'ai secoué la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. Je vais bien me débrouiller seule. Je vais t'arriver à la maison, m'installer. Tu pourras venir ce week-end si tu veux. Tu es sûr? Je pouvais entendre le doute dans sa voix. Je pourrais t'annuler et venir tout de suite. J'en suis sûre, ai-je dit fermement. J'ai besoin d'être seule pour digérer tout ce qui s'est passé, commencer à vivre par moi-même. D'accord, dit Rémi. Mais promets-moi de m'appeler tous les jours. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu me le feras savoir tout de suite. Promis. J'ai souri, sentant la chaleur dans ma poitrine due à son inquiétude. Merci, mon fils, pour tout. Ne me remercie pas, maman. Sa voix tremblait. J'aurais dû me rendre compte de ce qui se passait bien plus tôt. J'aurais dû te protéger. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit doucement. Personne n'est à blâmer, sauf Étienne. Et tout ça va changer maintenant. Je ne retournerai pas avec lui. Il m'a appelé hier, a dit soudainement Rémi, criant, menaçant de poursuivre en justice, disant que j'avais ruiné sa famille. J'ai soupiré. C'était tellement typique d'Étienne de blâmer tout le monde sauf lui-même. Ne fais pas attention à lui.
Il est juste en colère parce qu'il a perdu le contrôle. Il a dit qu'il allait porter plainte pour diffamation, pour ingérence dans ses affaires personnelles, pour... Rémi a bégayé. Pour aliénation d'affection conjugale, quoi que cela veuille dire. Ce sont des menaces en l'air. J'ai secoué la tête. Il n'a aucun motif d'action. Tu as juste exposé la vérité. Tous les documents le prouvent. Je sais, dit Rémi doucement. Je voulais juste que tu sois prête. Il ne va pas abandonner si facilement. Je sais. C'était à mon tour de soupirer. Mais je n'abandonnerai pas non plus. Pas cette fois. Après avoir parlé à Rémi, j'ai fait mes bagages et je suis allé prendre mon petit déjeuner au petit café à côté de l'auberge. C'était étrange de s'asseoir seul à une table, de commander ce que je voulais plutôt que ce qu'Étienne approuverait. De prendre mon temps, de savourer chaque gorgée de café. De petites joies dont j'avais été privé depuis si longtemps. Le bus pour Villeneuve partait à 10h30. Je suis arrivée à la gare en avance, j'ai acheté mon billet et je me suis assise en attendant, regardant les autres passagers. Un jeune couple avec un bébé, un homme âgé avec un journal, un groupe d'adolescents avec des sacs à dos, des gens ordinaires vivant des vies ordinaires. Bientôt, je serai l'une d'entre eux. Pas la femme d'Étienne Lemoine, mais juste Mireille, une femme vivant sa propre vie. Mon téléphone a de nouveau sonné. Étienne. J'ai hésité avant de répondre, mais j'ai décidé qu'il valait mieux en finir maintenant. Allô, Mireille. Sa voix était rauque, comme s'il avait passé une nuit blanche. Où es-tu? Ça n'a pas d'importance, Étienne, ai-je dit calmement. Je ne reviendrai pas. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, a-t-il commencé sur ce ton condescendant qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais déraisonnable. Mais parlons-en comme des adultes. Rentre à la maison et nous arrangerons les choses. Non, Étienne. J'ai secoué la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. Il n'y a plus rien à discuter. Tu as volé mon argent. Tu m'as menti pendant des années. Tu as contrôlé chaque aspect de ma vie. Il n'y a aucune excuse pour ça. Je peux changer. Il y avait une note de supplication dans sa voix. Mireille, s'il te plaît. 45 ans ensemble. Ça ne signifie rien? Si, ai-je convenu. C'est pourquoi ça fait si mal. Parce qu'en ces 45 ans, tu ne m'as jamais traité comme une égale. Jamais une seule fois tu ne m'as laissé être moi-même. Ce n'est pas vrai, s'est-il exclamé. Je me suis toujours occupé de toi. Je t'ai toujours protégé. Tu m'as contrôlé, Étienne, ai-je dit avec lassitude. Ce n'est pas prendre soin ou protéger. C'est contrôler. Il est resté silencieux, et j'entendais sa respiration lourde. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? A-t-il finalement demandé, et il y avait tellement de désespoir dans sa voix que pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de regret. La même chose que tu as toujours faite, ai-je répondu, vivre ta vie. Sauf que maintenant, tu devras faire ta propre cuisine, laver tes propres vêtements, nettoyer ta propre maison. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il lâché. Tu es ma femme, ma partenaire de vie. Qui sera là pour moi? Trouve quelqu'un qui est prêt à supporter ton contrôle, ai-je dit, sentant l'irritation remplacer le regret. Ou change tes habitudes. Le choix t'appartient. Tu ne peux pas simplement partir. Sa voix est devenue dure. Nous partageons la même maison, les mêmes factures, la même vie. Je sais, ai-je hoché la tête. Et les avocats nous aideront à tout diviser équitablement. En attendant, je vivrai séparément. Les avocats. Il a ri amèrement. Exactement comme Rémi l'avait prévu. Te monter contre moi? Te faire engager des avocats pour nous sucer tout notre argent. Rémi n'a rien prévu de tout ça, ai-je rétorqué. Il voulait juste que je sache la vérité. Et maintenant, je la connais. Mireille, pense à notre histoire. Sa voix était de nouveau suppliante. Toutes les années que nous avons passées ensemble, notre fils, notre maison. Es-tu vraiment prête à tout jeter par-dessus bord à cause d'une seule erreur? Ce n'était pas une seule erreur, Étienne, ai-je dit doucement. C'était toute une vie d'erreurs. Et je ne veux plus vivre comme ça. Si tu raccroches maintenant, sa voix est devenue menaçante. Ne pense pas que tu pourras revenir quand tu réaliseras que tu as fait une erreur. Je ne te reprendrai pas. Je ne reviendrai pas, Étienne, ai-je répondu calmement. Jamais. Au revoir. J'ai raccroché, me sentant étrangement soulagé. C'était comme si le dernier fil qui me liait au passé avait été coupé. J'étais libre.
Vraiment libre. Le bus est arrivé à l'heure. J'ai pris un siège près de la fenêtre et j'ai regardé Pont-Croix, la ville où j'avais vécu la majeure partie de ma vie d'adulte, disparaître lentement au coin d'une rue. Étrangement, je ne ressentais ni tristesse ni nostalgie, seulement du soulagement et une excitation tranquille pour l'inconnu. Le trajet jusqu'à Villeneuve a duré un peu plus de 3 heures. Je regardais par la fenêtre le paysage qui défilait, les champs, les forêts, les petites villes, et je pensais à ma vie, à la façon dont j'avais laissé Étienne me contrôler, à la façon dont j'avais abandonné mes rêves pour les siens. Au nombre d'années que j'avais gaspillées à vivre la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la mienne. Mais il y avait aussi des souvenirs lumineux. La naissance de Rémi, ses premiers pas, ses succès à l'école, sa remise de diplôme. Mon travail dans une compagnie d'assurance où malgré la monotonie des tâches, je me sentais nécessaire et utile. Mon jardin, où je cultivais des roses et des lys, créant ma propre petite oasis de beauté. Tout dans ma vie n'avait pas été mauvais. Mais maintenant, je pouvais décider par moi-même quels souvenirs emporter avec moi dans le futur et lesquels laisser derrière. Villeneuve m'a accueilli avec une journée ensoleillée et une brise fraîche. La ville était plus petite que Pont-Croix, mais plus accueillante et plus verte. La rue principale était bordée de petites boutiques, de cafés et d'une bibliothèque. Les gens se promenaient tranquillement, s'arrêtant pour discuter entre eux. L'atmosphère était amicale et détendue. J'ai pris un taxi depuis la gare routière et j'ai montré au chauffeur l'adresse que Rémi m'avait donnée dans la lettre. La voiture a quitté la rue principale et a traversé des quartiers résidentiels tranquilles. Les maisons étaient petites mais bien entretenues, avec des jardins soignés et des clôtures peintes. Nous y sommes, a dit le chauffeur en s'arrêtant devant une petite maison au volet bleu. 27 rue des Érables. J'ai payé le chauffeur, j'ai pris ma valise et je me suis tenue devant la maison qui était maintenant la mienne. Elle n'était pas neuve, mais elle était en bon état, avec une façade récemment peinte et des tuiles neuves sur le toit. Le petit jardin de devant était soigneusement tondu, et il y avait des pots de fleurs de printemps vives sur le porche. Rémi s'était occupé de tout. Mon gentil, mon attentionné fils. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai rapidement essuyées. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment d'un nouveau départ. J'ai monté les marches du porche et j'ai sorti les clés que j'avais trouvées dans la boîte avec mes papiers. Elles étaient neuves, brillantes, avec un porte-clés en forme de petite maison. Les clés de ma nouvelle maison, ma propre maison. En insérant la clé dans la serrure, j'ai senti mon cœur battre plus vite. Ce n'était pas juste une maison. C'était un symbole de ma nouvelle vie, de mon indépendance, de ma liberté. La porte s'est ouverte facilement, sans grincer, comme pour m'inviter à entrer. À l'intérieur, la maison était lumineuse et spacieuse malgré sa petite taille. Un salon avec une grande fenêtre donnant sur le jardin, une petite cuisine fonctionnelle, 2 chambres et une salle de bain. Le mobilier était simple mais confortable, dans des couleurs claires qui créaient une sensation d'espace et de lumière. Sur la table de la cuisine, j'ai trouvé un mot de Rémi. Chère maman. Bienvenue dans ta nouvelle maison. J'espère qu'elle te plaît. J'ai essayé de la rendre accueillante et confortable. Le réfrigérateur est rempli de provisions. Les placards sont garnis de tout ce dont tu as besoin. Dans la chambre, tu trouveras de nouveaux vêtements. J'espère avoir trouvé les bonnes tailles. Dans la salle de bain, tous les articles de toilette. Je voulais que tu puisses commencer une nouvelle vie sans te soucier des petites choses de la vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de défaire ta valise et de te sentir chez toi. Dans le salon, un nouveau téléphone avec mon numéro et mes contacts, ainsi que les numéros locaux de livraison, de taxi et d'urgence, est sur la table. À côté, il y a un dossier avec les papiers de la maison et des informations sur Villeneuve. Plan de la ville, horaire de bus, adresse de magasin, etc. Il y a aussi une carte bancaire à ton nom. J'ai ouvert un compte pour toi et j'y ai mis assez d'argent pour que tu puisses vivre confortablement jusqu'à ce que tu décides de ce que tu veux faire ensuite. Ce n'est pas un prêt ni un cadeau. C'est ton argent que j'ai simplement mis de côté pour toi. Je viendrai samedi comme nous l'avons convenu. En attendant, installe-toi, repose-toi, habitue-toi à ta nouvelle vie. Tu mérites le meilleur, maman. Et je suis si fière de ton courage et de ta détermination. Avec tout mon amour. Rémi. J'ai relu le mot plusieurs fois, sentant les larmes couler sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de regret. C'étaient des larmes de gratitude et d'amour. Gratitude d'avoir un tel fil. Amour qui m'avait aidé à trouver la force de prendre un nouveau départ. J'ai fait le tour de la maison, étudiant chaque pièce, chaque recoin. Tout était exactement comme j'aurais pu le souhaiter.
Simple, fonctionnel, confortable, sans luxe ostentatoire, sans fioritures, juste tout ce dont j'avais besoin pour vivre confortablement. Dans la chambre principale, j'ai trouvé un placard rempli de nouveaux vêtements. Simple mais de qualité, dans mon style. Rémi me connaissait vraiment bien. Sur la table de chevet, il y avait une photo. Rémi et moi à sa remise de diplôme universitaire, tous deux souriants, heureux, l'un des rares jours vraiment heureux de ma vie. J'ai défait ma valise, j'ai rangé les quelques affaires que j'avais emportées de mon ancienne maison, et je me suis assise sur mon lit, me sentant soudainement fatiguée. Les 2 derniers jours avaient été émotionnellement épuisants. Et maintenant que l'adrénaline était retombée, je sentais à quel point j'étais vraiment fatiguée. Mais c'était une bonne fatigue. La fatigue après une étape importante. Après une décision significative. Une fatigue qui serait bientôt remplacée par une nouvelle force et une nouvelle énergie pour une nouvelle vie. Je suis sortie par la porte arrière pour aller dans le jardin et je me suis arrêtée, frappée par sa beauté. Petit mais parfaitement entretenu. Il était plein de buissons en fleurs et de parterres de couleurs vives. Dans le coin le plus éloigné, il y avait un banc en bois sous un vieux pommier, créant une ombre agréable, un endroit parfait pour lire ou simplement pour une réflexion tranquille. Rémi connaissait mon amour du jardinage et s'était assuré de me créer un petit paradis. Ici, je pourrais cultiver mes roses et mes lys, créer de nouveaux arrangements, expérimenter avec des plantes dont j'avais toujours rêvé, mais qu'Étienne considérait comme une perte de temps et d'argent inutile. Je me suis assise sur le banc et j'ai fermé les yeux, profitant du silence rompu seulement par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Pas d'instruction d'Étienne, pas de plainte ni d'exigence de sa part, juste moi et ma nouvelle vie. Le soir, après un dîner léger, j'ai décidé de sortir me promener pour me familiariser avec le quartier. Villeneuve s'est avéré être exactement ce que je l'avais imaginé. Calme, amical, paisible. Les gens hochaient la tête et souriaient en passant. Certains se sont même arrêtés pour dire bonjour et se présenter. « Vous devez être la nouvelle voisine de la rue des Érables », a dit une femme âgée qui promenait un petit chien. « Je suis Dorothée. J'habite 2 maisons plus loin. » Mireille, me suis-je présentée, me sentant étrangement excitée par ce simple acte de présentation. Oui, je viens d'emménager aujourd'hui. Bienvenue à Villeneuve, a souri Dorothée. Vous allez vous y plaire. C'est une ville tranquille, mais il y a beaucoup à faire. Il y a un club de lecture, un club de jardinage, un centre socioculturel avec des activités pour les gens de notre âge. Notre âge. Cette phrase m'a fait sourire. Oui, je ne suis plus jeune. J'ai 67 ans et j'ai vécu la majeure partie de ma vie dans l'ombre d'Étienne. Mais à ce moment-là, je me sentais plus jeune que jamais. Merci, ai-je dit sincèrement. J'adorerais rejoindre le groupe de jardinage. J'aime beaucoup les fleurs. C'est super, s'est réjouie Dorothée. Nous nous réunissons tous les mercredis à 16 h au centre socioculturel. J'adorerais vous y voir. En attendant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un conseil, de l'aide, ou juste de la compagnie autour d'une tasse de thé, n'hésitez pas à passer. Nous avons échangé quelques phrases de plus et nous nous sommes séparés, mais cette courte conversation a laissé une sensation chaleureuse dans mon âme. Peut-être qu'ici, à Villeneuve, je trouverai non seulement une nouvelle maison, mais aussi de nouveaux amis. Peut-être qu'ici, je pourrais être non pas seulement la femme d'Étienne, mais moi-même, Mireille, une femme avec ses propres intérêts, opinions, désirs. En rentrant à la maison, j'ai pris une douche, j'ai enfilé une nouvelle chemise de nuit que j'avais trouvée dans le placard, et je me suis couchée avec un livre, le roman d'Élise Dubois dont Perle m'avait parlé. Étienne n'avait jamais approuvé mon amour de la lecture, considérant cela comme une perte de temps, mais maintenant je pouvais lire autant que je voulais, sans ses regards désapprobateurs ou ses commentaires. Avant de dormir, j'ai appelé Rémi pour lui faire savoir que j'étais bien arrivée et installée. La maison est magnifique, ai-je dit, incapable de contenir l'excitation dans ma voix. Et le jardin. Oh, Rémi, c'est tout simplement paradisiaque. Je suis si content que ça te plaise. Sa voix semblait heureuse. Je voulais que tu aies un endroit où tu puisses te sentir à l'aise et en sécurité. Merci, mon fils. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pour tout, pour la maison, pour ton soutien, pour m'avoir ouvert les yeux. J'aurais dû le faire plus tôt. Je pouvais entendre le regret dans sa voix. J'aurais dû me rendre compte de ce qui se passait. J'aurais dû te protéger. Tu ne pouvais pas savoir, ai-je rétorqué. Je ne me permettais pas de voir la vérité. Et en plus, tu étais un enfant. Ce n'était pas ta responsabilité de protéger tes parents. Quoi qu'il en soit,
a-t-il soupiré. Je suis content que tu sois libre maintenant, que tu puisses vivre la vie que tu veux. Je suis contente aussi, ai-je dit, et c'était la vérité. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Après avoir parlé à Rémi, j'ai éteint la lumière et je me suis allongée dans le noir, écoutant le silence de la maison. Pas les ronflements d'Étienne, pas le grincement des planchers sous ses pas lourds, pas le son de la télévision qu'il laissait souvent allumée la nuit, juste le doux bruissement des feuilles à l'extérieur de la fenêtre et le tic-tac silencieux de l'horloge sur le mur. Étrangement, je ne me sentais pas seule. Au contraire, je sentais la présence de quelque chose de nouveau, de frais, de plein de possibilités. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer, et j'étais prête à y faire face, le cœur ouvert.